Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa TV. Cela fait exactement un peu plus de 2 semaines qu'un nouveau conflit israélo-palestinien s'est engagé avec l'attaque palestinienne du 7 octobre dernier, dénommée Déluge Al-Aqsa. Cette situation qui tend à s'embraser avec une multiplication des fronts ramène au goût du jour la question de la sécurité mondiale qui est aujourd'hui posée. D'autant que le Conseil de sécurité, principal organe onusien chargé de maintenir la paix et la sécurité internationale, n'a pas pu s'entendre sur la question. Alors, question de cet échange avec le professeur Chanda Tomé, la sécurité mondiale est-elle menacée? Professeur Chanda Tomé, bonjour. Bonjour. Alors, la question est donc posée, la sécurité mondiale est-elle menacée à partir de ce nouveau conflit qui est né entre les Israéliens et les Palestiniens? D'abord, merci de recadrer pour tout le monde. D'abord, les protagonistes, avant de questionner les enjeux ou l'enjeu. Vous avez parlé d'un nouveau conflit israélo-palestinien. C'est une très bonne chose parce que jusqu'ici, les gens se sont contentés de présenter la situation comme étant une crise entre un groupuscule vite baptisé de terroristes et l'État d'Israël. Je crois que ce débat enflamme l'Europe et enflamme même l'Afrique, même si on est discret. Ça enflamme l'Europe parce que l'Europe a mal à sa conscience pour ce qu'elle a fait aux Juifs, au peuple juif, qui a trouvé à se constituer un État en Israël avec ou grâce à une résolution des Nations Unies. Pour les Africains, ça nous gêne beaucoup. Parce que nous avons le souvenir des mouvements de libération et la manière dont elles ont été taxées, c'est-à-dire traités de terroristes et ainsi de suite. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire beaucoup attention. C'est quand même pas un seul, mais 2 peuples. Pas qui se querellent, mais qui se déchirent en réalité. Jusqu'ici, la problématique a été de ce que l'on considère que c'est une guerre de libération que mène le Hamas, auquel cas nous sommes tous très mal placés pour les qualifier de terroristes. Est-ce qu'il y a un risque de génocide ou un génocide? Au regard du droit international classique, oui, il y a un risque de génocide. C'est
population enfermée dans un bout de terre. Que l'on maintient ou condamne dans une situation de mort certaine en la privant de nourriture, d'eau, d'électricité, de soins et toutes sortes de choses. Pour Israël, c'est également des souvenirs très durs, des pogroms de Juifs organisés par l'Europe, la même Europe qui a diligenté l'esclavage, la traite des Noirs, la colonisation, et qui continue d'ailleurs. Pour être honnête, on a tous considéré que l'incursion du Hamas s'est faite avec une violence et des méthodes tellement dures, tellement à la limite inhumaine, si vous voulez. Qu'il était difficile d'applaudir. Il faut faire une très grande différence lorsque l'on fait une analyse dans la situation actuelle. C'était une incursion de vengeance, en réalité. Le Hamas savait qu'elle n'avait aucune chance de se maintenir dans les kibbutz, même pour une seule journée. Parce que l'armée israélienne allait les déloger. Mais au-delà du jugement et de l'analyse, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que des gens peuvent en arriver là, si vous voulez? Les quelques 2000 combattants qui ont été jetés sur Israël, ça, je dirais, cette fois-ci, avaient les mains nues, parce que par rapport à l'armée israélienne, on peut considérer que le Hamas, vraiment, c'est des mains nues. C'est vrai, il y a eu des drones, il y a eu tout ce que vous voulez, mais ça, c'est rien, c'est pour l'effet de surprise. Ils ne peuvent pas tenir une guerre sur la durée avec l'armée israélienne. Pourquoi est-ce que les gens peuvent en arriver là? Parce qu'en fait, c'est un suicide, si vous voulez, collectif. Ça veut dire qu'il y a des causes anciennes, il y a des raisons extrêmement violentes sur le plan du préjudice qu'ils ressentent. Pour les Israéliens, c'est la première grande peur. Je dirais même de manière insistante, c'est la première très, très grande peur. Mais c'est aussi la révélation selon laquelle personne n'est à l'abri tant qu'autour ou quelque part existe quelqu'un qui vous accuse d'avoir pris sa chose, d'avoir volé sa chose, de le mépriser, de l'humilier, ainsi de suite. Voilà pour le contexte. D'ailleurs, les analystes les plus sérieux, y compris même en Israël, n'ont pas manqué de dire que c'est une situation qui devait se produire, si vous voulez. Elle pouvait rester indéfiniment dans l'état de tranquillité, de quiétude que l'on connaissait. Encore que faudrait-il ajouter
qu'en réalité, c'est une guerre permanente. Elle n'a jamais cessé. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'un nouveau conflit, non. D'une nouvelle phase du conflit, d'une nouvelle phase de la guerre, en réalité. Voilà, ça vraiment c'est le décor. Est-ce que la sécurité mondiale est menacée? Je dirais oui. Elle est même gravement menacée, si vous voulez. La réaction des puissances occidentales a été extrêmement infantile, si vous voulez. Il a fallu une bonne semaine pour qu'elles commencent à comprendre qu'elles avaient plutôt versé de l'huile sur le feu. Au lieu de mettre la diplomatie en branle pour éviter une situation encore plus grave. Voyez-vous, moi qui me connais très bien, ce dont je suis capable physiquement, intellectuellement et moralement, on n'allait quand même pas venir me demander d'écraser un gringalet qui a jeté une pierre sur ma voiture, ou qui peut-être a fait plus que ça, peut-être qu'il m'a vraiment fait mal. Vous devez tenir compte du fait que si Sanda Tomé réagit dans toute sa dimension physique, intellectuelle et morale, ça peut devenir très grave. Le remède peut dépasser la maladie, la réponse peut dépasser la provocation, la contre-attaque peut se situer en termes de préjudice et de dévastation à des années-lumière en termes d'immensité et de grandeur. Et à ce moment-là, tout se retourne contre vous. Alors, pourquoi est-ce que la paix mondiale est menacée? Elle est menacée à cause de la myopie des pays occidentaux. Aux États-Unis, on ne comprend toujours pas que le monde a changé. On continue de croire qu'il s'agit d'aligner des porte-avions sur les mers, bardés de missiles et d'armes de toutes sortes, pour effrayer des peuples qui crient vengeance ou qui exigent le retour de leur patrimoine, ainsi de suite. Dans le même temps, il est regrettable que l'on n'ait pas en Israël une majorité qui soit beaucoup plus nette pour prendre vraiment en considération les intérêts du peuple israélien. Les intérêts du peuple israélien, ce n'est pas dans une guerre permanente. Ce n'est pas non plus dans l'occupation des terres palestiniennes. Israël sera éternellement en insécurité chronique si elle ne change pas si ses dirigeants ne changent pas de mentalité. Dans le même temps, il est clair que nous aurons beaucoup de mal à contrôler et à discipliner des Palestiniens tant qu'ils n'auront pas été satisfaits, tant qu'ils n'auront pas eu un État viable, un État avec des frontières sûres, bien déterminées, internationalement reconnues et respectées. Mais cette condition passe par une autre. Elle passe effectivement aussi par la consécration d'un État israélien. Nous ne pourrons pas retourner en arrière. Nous ne pourrons pas commencer à dire il faut éradiquer l'État d'Israël et tout ça. Non, pas du tout. C'est un discours qui n'est pas adapté. Alors, pour être moins pessimiste, malgré tout, je vous dirais que ce qui nous sauve en ce moment, c'est que le reste du monde ne suive pas les États-Unis et les pays occidentaux. États-Unis et Europe
c'est même pas le tiers de l'humanité. Même pas le quart en réalité. Et de plus en plus, dans les prochaines décennies, même en termes de produits intérieurs bruts, ils seront largement minoritaires. Ils le sont même déjà. Quand vous réunissez Inde, Russie, Chine, Brésil, Afrique du Sud et le reste du continent africain, en mettant aussi tous les dragons d'Asie, l'Europe et les États-Unis sont minoritaires, même économiquement. Ils le seront davantage militairement, à long terme. Donc, il y a comme un frein à cette folie guerrière. Et ce frein-là existe chez nous, au sud, chez les pays qui ont longtemps été dominés ou qui font partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la trilogie pacifiste et multipolaire, incluant la masse des pays formés par les BRICS. Ne soyez donc pas pessimistes en réalité, parce que l'Europe occidentale et les États-Unis n'ont plus le monopole des armes, ni même de l'économie, et qu'à l'intérieur même de l'État d'Israël, ce qui est très bien, y compris aux États-Unis, au sein de la communauté juive, il y a de plus en plus des voix extrêmement positives. Moi, j'ai rencontré des Israéliens qui ne sont pas des battants en guerre, ils sont même d'ailleurs nombreux. Et je regrette simplement que dans la logique du radicalisme sectaire, des voix d'apaisement, des voix de régulation, des voix de raison soient souvent étouffées, exactement comme on a assassiné Dulcie September, qui était une militante sud-africaine de l'ANC contre l'apartheid. Elle était blanche, on l'a assassinée à Paris. Il y a 3 jours également, on a assassiné à Détroit, aux États-Unis, la directrice d'une synagogue qui était vraiment une personne de paix, qui militait pour la solution 2 États, qui militait pour une paix définitive et juste entre Israéliens et Palestiniens. Donc, au-delà de ce discours et de toutes sortes d'apologies, il faut savoir raison garder, si vous voulez. Je suis personnellement très touché et très concerné par ce qui se passe, en ceci que je produis des analyses, je fais des lectures qui sont reprises un peu partout. Et je pense que des personnes comme moi, nous sommes nombreux. On va devenir encore plus nombreuses pour susciter l'apaisement, pour développer un discours qui élimine la haine, qui prend le dialogue et une solution juste à ce conflit qui dure depuis très longtemps. Alors pour ce, au-delà des décisions traditionnelles ou classiques entre les Occidentaux et les pays arabes sur cette question, on remarque de plus en plus une fissure à l'intérieur du bloc occidental au fur et à mesure que la situation se dégrade dans la bande de Gaza. Cela n'est-il pas un signe, un symbole de ce que l'Occident s'est empressé justement par rapport à ce conflit, parlant rapidement du président américain qui s'est déplacé avec tout ce que ça a causé comme effet mitigé de sa sortie. N'y a-t-il pas eu un empressement de la diplomatie occidentale ou alors de l'Occident à prendre fait et cause pour Israël? Ce n'est pas nécessaire, si vous voulez. À partir du Cameroun, un discours que je tiens est plus important pour le peuple israélien et palestinien. Vous voyez, il n'y a pas que chez nous en Afrique qu'on trouve des dirigeants qui sont peut-être critiquables par certaines méthodes. Nous n'avons pas intérêt aujourd'hui à courir à Tel Aviv, dire aux Israéliens,
on est venu vous soutenir dans la guerre et c'est bien, il faut frapper fort. Non. Il y a eu combien? 1300 Israéliens environ, avec des prises d'otages. Attendez, combien de Palestiniens sont en prison en Israël? C'est beaucoup, c'est plus de 1000. Combien de Palestiniens meurent chaque jour de suite de l'occupation israélienne? Combien d'Israéliens vivent dangereusement à travers le monde à cause de ce conflit? Les deux peuples souffrent de manière indicible. Et là, vraiment, je crois que un responsable à ce niveau-là ne doit pas prendre parti de cette manière-là. C'est une bêtise. Attendez, vous dites, vous vous empressez, comme le Premier ministre indo-anglais, qu'est-ce qu'il allait faire en Israël? Ce sont des démonstrations futiles. On les avait déjà vus en Ukraine faire les mêmes choses. On ne fait pas ça. Je crois que non, ce n'est pas la fissure, si vous voulez. Il n'y a pas de fissure. Il y a un sentiment humain qui est logique, si vous voulez. Les notions de bien et de mal sont universelles. La souffrance de quelqu'un interpelle toujours, si vous voulez. Quelle qu'ait pu être l'ampleur de l'attaque du Hamas, je ne crois pas qu'il était opportun de demander à Israël, on vous tient, il faut taper fort. C'est ce que Macron a dit dans un premier temps. Aujourd'hui, il le regrettera toute sa vie. Tout à fait. Alors, vous avez de l'autre côté, je crois qu'il y a un hôpital qui a été bombardé. Il y a une seule personne qui bombardait le coin, c'était Israël. Si vous voulez. Vous ne pouvez pas au jour au lendemain dire que les Palestiniens ont eux-mêmes bombardé un hôpital, le seul qui restait dans la bande de Gaza. Ce n'est pas possible. Alors, maintenant, on a une prison à ciel ouvert de plus de 2 millions de personnes coincées dans une bande de terre entre la mer et le désert. Et vous dites que vous êtes content, vous soutenez que des familles, des enfants, des vieillards soient écrasés. Et aujourd'hui, on leur dit il faut quitter vite parce qu'on va intervenir, on va écraser tout le monde. Alors, je crois que quand vous vous couchez dans votre lit, que vous suivez ça à la télévision, vous ne pouvez plus être d'accord. Quel que soit ce que les Palestiniens ont fait avant, vous ne pouvez pas être d'accord. Surtout que personne n'ignore que ça résulte d'une situation latente, d'une injustice latente, d'une situation de non-droit inacceptable. Il y a un peuple qui, depuis 1948, est en errance. Et c'est vrai qu'on est venu créer l'État d'Israël sur les terres de la Palestine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans le même temps, les Nations Unies avaient la mission de résoudre le problème d'un peuple qui a été martyrisé, sacrifié sous Hitler. Voilà. Et les Nations Unies l'ont fait, pas de la belle manière, où elle a fait, mais en lésant beaucoup le peuple palestinien. Parce qu'ici, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. Biden, c'est pas qu'il aime beaucoup Israël, pas du tout. Ça, c'est des marchands de canons, si vous voulez. C'est le représentant du grand capital mondial. Israël représente simplement une gâchette pour contrôler la région. On a surarmé Israël pour en faire... Israël, c'est le plus grand porte-avions américain en réalité. C'est un porte-avions tout court, la preuve. Est-ce qu'Israël avait à bombarder la Syrie en ce moment-ci? Voilà, autant de choses. Imaginez un peu que la Russie, la Chine et tout ne soient pas capables de retenue. C'est terminé, on est parti pour une très grande guerre. Mais heureusement, ces gens-là sont capables de beaucoup de retenue. Pour cela, lorsqu'on parle d'Israël comme la gâchette,
il nous souvient cette pensée, cette réflexion de Michel Duclos, ancien ambassadeur de France en Syrie, qui est conseiller spécial de l'Institut Montaigne, qui dit, parlant du point de vue des pays du Sud, que selon eux, pour les pays du Sud, il y a une forme d'hypocrisie de l'Occident qui donne la priorité non pas tant à ses intérêts qu'à ses sentiments. L'Occident nourrit des sentiments particuliers pour Israël, les intérêts israéliens, ainsi que pour la douleur israélienne. Fin de citation. Dans ce cadre, on a justement l'impression que c'est Israël qui tient le bon bout, qui est un peu le cœur du monde, qui décide, vu que les Occidentaux sont à sa suite, on va le dire ainsi, qui décide du sens vers lequel le monde va pencher désormais. Un autre élément de fissure d'une architecture de sécurité unique ou alors harmonisée au niveau international. Oui, d'abord c'est une déclaration qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle correspond effectivement à la réalité, si vous voulez. Vous avez bien vu que la France n'est jamais partie de Mayotte. Parce que c'est des situations qu'on oublie, si vous voulez. La France a empêché la décolonisation des Comores et continue d'occuper Mayotte en violation de toutes les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Quand il a fallu décoloniser, la France a conservé Mayotte et a organisé là-bas un faux référendum pour se maintenir. Ce sont des situations qui correspondent aux ambitions géopolitiques et géostratégiques des puissances. Et non, en réalité, il est souvent dit qu'Israël a un pouvoir terrible sur la politique étrangère des États-Unis et en retour, que la politique étrangère des États-Unis ne peut jamais se faire contre Israël. Mais, cher ami, ce que j'aime bien vous dire, ce n'est pas parce qu'Israël est très forte, et là je reviens sur une déclaration que j'ai dû ou pu faire sur la base d'une observation de l'ancien ministre de la Défense, secrétaire d'État à la Défense sous Ronald Reagan, Caspar Weinberger, qui disait nous ne pouvons rien faire pour arrêter Israël parce qu'en fait, c'est Israël qui nous contrôle à travers le lobby juif. Ce lobby juif contrôle les États-Unis, contrôle toute la politique des États-Unis, la finance, la presse et tout. Ce n'est pas vrai, en réalité. La réalité, c'est que dans la configuration géopolitique mondiale et au regard de toutes les prospectives et analyses stratégiques, les États-Unis ne sont pas l'ami du monde arabe. Ça, il faut le savoir. Et prenez un tableau aujourd'hui où vous faites le calcul sur toute la région. Les États-Unis, en réalité, n'ont aucun ami. Ils s'y sont implantés à cause ou par la grâce des multinationales pétrolières pour exploiter les richesses immenses en hydrocarbures de la région. Et sur cette base, ils ont estimé qu'il fallait construire des positions de contrôle à travers des gouvernements sur lesquels ils disposeraient du droit de la vie et de la mort. On a vu ça en Iran, mais en Iran, ça s'est terminé. Le Shah a été chassé, il y avait la révolution islamique, le Shah est parti en exil, les Iraniens ont recouvré la liberté. La même chose, l'Arabie Saoudite vient de rejoindre les BRICS. Ah, ça, je vous signale. Or, cette Arabie Saoudite avait été travaillée au corps par les États-Unis pour renouer avec l'État d'Israël, donc de manière à reconstituer un axe américano-occidental dans la région. C'est terminé, ça ne peut pas marcher. Il reste quoi? Il reste juste l'État d'Israël. Or, si on prend l'expérience de la guerre de 1973, si cette guerre avait lieu aujourd'hui, Israël serait détruite.
Les Américains ne pourraient pas sauver Israël, si vous voulez. Les Américains ne pourraient pas. Parce qu'en 1973, tout ce qu'on appelle monarchie pétrolière était encore en réalité dans le sommeil. Elle n'avait même pas d'armée. Elle n'avait pas d'armée et elle n'avait rien, en réalité. Et aujourd'hui, ce sont des pays qui contrôlent leurs ressources financières, qui ont des armées, qui ont même du potentiel technologique, si vous voulez, et qui, surtout, ont compris le monde et influencent le monde. Pour revenir, le détour est par là, si vous voulez. Personne, en réalité, en Occident, n'a intérêt aujourd'hui à ce qu'on parle de crise généralisée dans la région. Parce qu'à ce moment-là, c'est le sang arabe qui va jouer. Et si le sang arabe joue, ça va être tous ces États-là contre l'État d'Israël. Les Américains ne pourront rien y faire, pour être tranquilles. Et c'est pour cette raison que les États-Unis occupent illégalement la Syrie et l'Irak. Les États-Unis ont près de 2500 soldats en Syrie, illégalement. La même chose en Irak, illégalement, mais totalement illégalement. Et voilà, c'est pour se prémunir contre une situation de cette nature. Or, dans la nouvelle balance des forces, sans que la Russie et la Chine ne l'aient voulu, il y a une reconstitution de l'axe progressiste anti-occidental avec pour tête de pont la Russie et la Chine. Je dis bien, sans que ces deux pays l'aient voulu. Simplement à cause de l'accumulation des erreurs des États-Unis et des autres pays occidentaux. Ils se sont noyés complètement en Ukraine, où ils sont en guerre. Je vous l'ai déjà dit ici une fois. L'Ukraine n'existe plus en réalité. L'Ukraine n'a pas d'armée. Ce sont les Français, les Anglais, les Américains, les Allemands, les Belges, tout ce monde-là. C'est une armée multinationale qui est en Ukraine contre la Russie. Et j'attire votre attention là-dessus parce que vous avez parlé de fracture. Non, il n'y a pas de fracture. L'Occident a beau être bête dans son opinion et sa presse, parce que c'est des médias, j'ai jamais vu des médias aussi inconsistants que ce qu'on voit aujourd'hui en Europe, mais il y a une espèce de retour en arrière. Des gens commencent à s'interroger. Au fait, on va où, si vous voulez? Si on continue dans cette voie, en fait, on est perdu. Il faut bien faire rapidement le décompte. Les pays arabes ne sont pas avec nous. Les quelques monarchies du Golfe très riches sur lesquelles on pourrait s'appuyer aujourd'hui, avec nos déclarations folles et bêtes sur la crise, la nouvelle guerre, la nouvelle phase, la guerre israélo-palestinienne, on est en train de tout perdre, si vous voulez. Tous les petits arrangements qu'on avait faits, c'est dans l'eau. En Amérique latine, il n'y a rien à faire. Tous les Caraïbes, jamais, ce n'est pas les États-Unis. Les plus grands pays d'Amérique latine ne sont pas avec les États-Unis, même si l'Argentine blanche ou entièrement occidentale peut vaciller dans ses choix. Il n'y a absolument pas de possibilité aujourd'hui d'entrevoir une lumière pour l'influence occidentale et américaine permanente dans le Golfe. La petite lueur qui restait vient de se casser, si vous voulez. Et pour l'Afrique, ils ont tendance à oublier ça. Aucun Africain sérieux, aucun Africain sérieux ne se lèverait contre les Palestiniens. Justement, parlant des Africains du Grand Sud, mais notamment des Africains, peut-on lire clairement la position des États africains? Les États africains, on a noté la prise de position de l'Afrique du Sud, notamment du parti ANC, en faveur de la Palestine. Mais les autres pays africains n'ont pas clairement pris une position en faveur... Non, je veux dire, c'est pas ça. Il y a par exemple le Ghana,
ou le Togo, qu'on a vite fait le Congo démocratique. Je pense qu'il faut être un peu... Ça participe un peu des autres aspects que les peuples ne maîtrisent pas. Il y a des problèmes sécuritaires liés à la protection des dirigeants, si vous voulez. Israël est devenu le plus grand fournisseur de la sécurité rapprochée des armées parallèles en Afrique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans le cas du Congo démocratique, c'est toute une armée au service de Tshisekedi. C'est un peu le cas au Cameroun, si vous voulez. Mais on constatera que ça joue beaucoup plus pour les pays très faibles. Le Cameroun n'a pas toujours voté en faveur d'Israël aux Nations Unies. Chaque fois qu'une résolution a paru excessive, le Cameroun ne s'est pas prononcé. Dans les deux côtés, ok? Mais pour des raisons que je viens d'évoquer, on a souvent ménagé Israël, si vous voulez, tout en restant sur une ligne d'indépendance et de cohérence pour notre politique étrangère de manière générale. Pour d'autres pays, c'est un peu brutal. Pour le Ghana, c'est une sorte de surprise. D'ailleurs, tout comme on l'a vu pour l'Inde, hein, c'est une autre surprise. Mais je vous l'ai dit fondamentalement, en Afrique, on pose davantage le problème de colonisation. On estime que les Palestiniens ont droit à un État, que c'est injuste. On estime qu'ils vivent une situation que nous avons vécue en Afrique, si vous voulez. Brimade, occupation de terres, refus d'indépendance, refus d'autonomie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça fait un peu pitié. Mais simplement, j'ai attiré votre attention tout à l'heure, bien que j'ai parlé de l'Argentine blanche comme ça en passant, ça transcende les lignes raciales, si vous voulez. Le problème est éthique et moral. Est-ce qu'il est normal qu'on laisse mourir un peuple, qu'on écrase un peuple, qu'on lui refuse le droit d'avoir un État, qu'on lui refuse, qu'on l'enferme en prison, si vous voulez? Ça fait vraiment pitié le sort des Palestiniens. Depuis que le monde existe, ils sont dans cet état, c'est inacceptable. Personne ne peut avaliser ça. Hein, moi, j'aurais le premier ministre israélien ou l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, le chargé d'affaires, je lui dirais ça en face. On se parle, ils connaissent mes positions, qui à chaque fois d'ailleurs sont très balancées. Lorsque c'est nécessaire, leur adresse des messages d'apaisement, de condoléances ou de solidarité pour des très grands drames. Lorsque c'est nécessaire, j'ai dit non, là vraiment, vous avez fait trop fort, il faut rééquilibrer, il faut penser à ce peuple palestinien qui est dans la souffrance. Il faut accepter la solution à deux États, il faut mettre fin à la colonisation. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est que les gouvernements successifs d'Israël ont aggravé le mal, ont aggravé ce conflit en développant des colonies sur des terres palestiniennes, en détruisant des champs et tout pour construire des colonies. Et tout ça, ça ne sera jamais en sécurité, si vous voulez. Et c'est ça le problème. Donc, vous ne pouvez pas, quelqu'un qui sort d'une situation similaire, c'est le cas des Africains, ne peut pas aujourd'hui faire la fine bouche lorsqu'il s'agit d'exprimer la solidarité avec le peuple palestinien, mais tout en étant réaliste, en disant on n'est pas bête, on a conscience de l'histoire, on sait ce que les Juifs ont vécu, ils ont droit également à un État aujourd'hui. Alors, les Nations Unies ont créé un État d'Israël en 1948. Peut-être qu'il faudrait que l'on s'asseye aujourd'hui pour faire la part des choses. Ces deux peuples qui aspirent à vivre en paix, il faut créer un État palestinien. Et si on crée un État palestinien, en réalité, même les porte-avions américains et toute la quincaillerie qu'ils agitent n'auraient aucun sens. Parce qu'en fait, ça n'effraie personne, tout ça. Vous mettrez 10 000 porte-avions sur les côtes israéliennes ou
dans la Méditerranée, ça ne tuerait pas la cause palestinienne, ça n'éliminerait pas le peuple palestinien. Ils sont éparpillés à travers le monde. De même, exactement, vous ne pourrez pas aujourd'hui dire on éradique Israël, c'est pas un État, on a créé l'État d'Israël, mais il y a un peuple israélien. Nous devons tenir compte de cette réalité-là. Comment sortir, après tout ce que vous avez évoqué, comment sortir de cet imbroglio sécuritaire vers lequel le monde est en train de s'acheminer? À côté de l'action du Conseil de sécurité, y a-t-il d'autres mécanismes du Conseil de sécurité qui peinent à prendre la situation de plein pied pour pouvoir apaiser définitivement? Y a-t-il d'autres mécanismes qu'on peut activer pour pouvoir sortir de ça et éviter un embrasement de la situation sur d'autres fronts? Je pense que les prochains jours seront assez instructifs. Ce qui est certain, Israël veut raser Gaza. Et là, ça ne marchera pas. Ça va être la guerre éternelle, si vous voulez. Les diplomates s'activent et je crois, avec beaucoup d'optimisme, qu'on parviendra à une solution. Mais toute solution qui passerait par la réoccupation de Gaza et l'expulsion du peuple palestinien serait un danger. Parce que là, ce que nous risquons d'avoir à partir de maintenant, c'est des attentats qui vont dépasser ce qu'on a connu le 11 septembre 2001 aux États-Unis. On n'est pas très loin, si vous voulez. On n'est pas très loin. Je pense qu'on risque de vivre des attentats extrêmement violents, meurtriers et dramatiques à travers le monde. Et ce ne sera plus le Hamas. Ce ne sera même pas les Palestiniens. Ça va être des gens de tous les jours qui sont outrés par cette grossière injustice historique d'un peuple laissé en errance, dont on marchande la vie et la survie chaque jour. On vous dit, il faut laisser passer les camions d'eau, on vous montre les enfants qui meurent, les hôpitaux n'ont plus de médicaments, les immeubles, tout est effondré, on vous montre une ville entièrement rasée. Attendez, vous avez des sensibilités non arabes, non palestiniennes et même non musulmanes qui vont commettre des choses absolument ingérables à travers le monde. Ah ça, moi je suis sûr à 100% que les attentats du World Trade Center vont bientôt apparaître comme du menhir fretin par rapport à quelque chose qui risque de se produire. Si les diplomates ne font pas très vite, et surtout si Israël rentre effectivement dans Gaza. Mesdames, Messieurs, voilà qui est dit, voilà la lettre qui est posée par le professeur Chanda, avec qui nous avons eu beaucoup de plaisir à vous entretenir sur ce sujet. Merci professeur Chanda pour son moment partagé. Je vous en prie et je termine en vous redisant ma ferme conviction que les peuples palestiniens et israéliens doivent même vivre côte à côte dans deux États aux frontières reconnues internationalement et garanties par toutes les instances internationales. D'accord. Merci. À très bientôt sur Africa TV.